C'est maintenant le temps de retourner en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois de décembre 2021. Et oui, 2021, c'est le but du segment, je retourne un an en arrière, revisiter les acquisitions que j'ai fait à ce moment-là. Parce que vous le savez comme moi, lorsqu'on reçoit un jeu, tout est nouveau, tout est beau, mais qu'en est-il avec un peu de recul? Et c'est un segment que j'adore produire sur la chaîne parce que moi-même, ça me permet de pouvoir rejeter un œil et des fois, ça me redonne le goût aussi de sortir un jeu. Donc, je vais y aller immédiatement, sans tambour ni trompette, avec les jeux qui ont quitté ma collection et aussi les raisons pour lesquelles ils ont quitté. Donc, c'est certain que, j'ai un roulement de jeux énorme qui se fait. Donc, c'est certain que j'essaie de faire une rotation de ma collection. Ça veut dire que des fois, il y a des jeux qui partent, pas à cause qu'ils sont pas bons, simplement à cause que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, ou encore qu'il y a de la place à la nouveauté. Mais je commence immédiatement avec un jeu qui tombe pas dans cette catégorie-là. Non, il est plus dans ma collection. Parce que c'est mauvais. C'est le jeu The Hunger. Alors, The Hunger avait vraiment tout pour plaire. D'ailleurs, c'est un jeu qui m'a tellement frustré de ne pas pouvoir aimer que j'ai fait un pourquoi je n'aime pas. Donc, sur The Hunger. Donc, c'est rare que je fasse ce genre de vidéo-là. Mais là, j'avais vraiment de quoi à dire sur le jeu. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la chaîne de pourquoi je n'aime pas The Hunger. Mais en gros, pour vous donner une idée, le jeu avait tellement de potentiel. Donc, Richard Garfield, un designer que j'adore, il a pu produire des jeux, des masterpieces comme Magic the Gathering ou même King of Tokyo. Donc, Richard Garfield est un designer que je respecte énormément. Le thème des vampires est un thème que j'aime beaucoup et je dirais que le visuel me plaisait beaucoup. Le fait d'avoir une espèce de jeu fait par Renegade Games d'ailleurs, qui a produit Clank, avec un concept relativement similaire, du fait qu'on va devoir pousser notre chance pour essayer de se rendre le plus loin possible et ensuite revenir. Mais au final, le jeu a été d'un ennui incroyable. Le fait qu'on n'a tellement pas de contrôle sur notre deck. Et vous savez, bon, si vous avez joué à beaucoup de deck builder, le fait de pouvoir trimer son deck, de pouvoir couper les cartes de son deck, font en sorte que de pouvoir permettre d'optimiser son deck en tant que tel. Dans The Hunger, on n'a pratiquement pas l'occasion de pouvoir le faire. On va avoir un deck qui va s'alourdir si on choisit d'avoir certaines cartes. J'ai trouvé que le jeu manquait un gros quelque chose. Bon, peut-être que des gens vont dire « Ah, mais c'est à cause que t'as pas joué 20 parties comme moi, t'as pas essayé la nouvelle extension qui vient de sortir. » Non, et j'ai pas envie. Donc, The Hunger, malheureusement, est un des rares jeux qui tombe dans ma liste ma liste des jeux que j'aime vraiment pas. Donc, The Hunger, grosse déception pour moi, en plus de ça. Mais là, je vais vous parler d'autres jeux parce que je peux pas juste parler contre The Hunger. J'ai fait ça dans une vidéo au complet. Donc, le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Dollars to Donuts. Dollars to Donuts est un jeu de placement de tuiles que j'ai trouvé fort sympathique. Bon, c'est certain, comme la plupart des jeux de placement de tuiles, après quelques parties, j'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour, mais j'ai trouvé que le thème était absolument délicieux. Donc oui, des donuts, mais le fait qu'on a des grandes tuiles qu'on va devoir placer et devoir agencer les différents donuts pour pouvoir, les différents beignes, pour pouvoir réussir à compléter des beignes complets pour les avoir, mais on a également un système d'économie qui va marcher que si on a des dispareillés, on va pouvoir aller chercher de l'argent pour pouvoir justement acheter d'autres bonus, acheter éventuellement des tuiles un peu plus hautes. Donc, un beau jeu, des belles couleurs, un jeu qui est vibrant. Donc, ça tombe dans le classique des jeux où on va tenter de devoir compléter des commandes, compléter des objectifs, majorité de ci, majorité de ça. Donc, c'est un pattern, un type de jeu qui marche quand même toujours très bien avec moi. Donc, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien. 5-6 parties, j'avais fait le tour un peu, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil si jamais vous ne connaissez pas Dollars to Donuts, un petit jeu vraiment sympathique. Ensuite de ça, je vais vous parler de 2 jeux euros qui sont tombés un peu dans le beurre. Le premier, c'est Cape May. Cape May est un jeu qui offrait un concept intéressant, le fait de construire des bâtiments, et j'adore les jeux de construction de ville où on doit construire des choses comme ça. C'est le genre de choses qui me plaît énormément, donc c'est un type de jeu qui habituellement va vraiment me plaire. Mais pour Cape May, j'ai trouvé que le jeu était bon. J'ai joué 2 parties, je pense, mais c'est tombé dans la craque des euros oubliables. Donc des euros, poids moyen, qui offrent une expérience de jeu bien, mais qui ont juste pas assez punché. Donc, j'ai joué quand je l'ai reçu. Je dois jouer, je pense, 1 ou 2 parties. Ensuite de ça, le jeu est resté sur mes tablettes pendant tellement longtemps. Il y a un moment donné, peut-être 6 mois après, j'ai regardé, j'ai pas rejoué à ce jeu-là et j'ai pas eu le
le goût d'y retourner. Donc peut-être que j'ai passé à côté d'une vraie pépite ludique. Si jamais vous avez joué à Cape May, écrivez-le dans les commentaires, mais pour ma part, j'ai trouvé ça un peu oubliable comme expérience. La preuve, je vous en parle là, puis je me rappelle même plus exactement des détails du jeu. Je sais qu'on se plaçait, on avait des villes, des rues, pardon, qu'on devait essayer de placer de manière à pouvoir construire des bâtiments, avoir des bonus avec ça. Donc, malheureusement, Cape May est tombé un peu dans les cracks du divan. Le prochain jeu, c'est Corrosion. Et Corrosion, encore une fois, un autre jeu qui offrait une prémisse très intéressante de Euro. Et le jeu parlait d'engine building. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai joué, je pense, 2 parties. On a un mécanisme aussi de follow-up du fait qu'on va jouer une carte et les autres joueurs vont pouvoir jouer une carte pour pouvoir suivre notre action. On a une roulette du fait que les ressources qu'on va utiliser, on va devoir les utiliser rapidement parce que si jamais on fait le tour de la roulette, il va y avoir de la corrosion et nos engrenages vont rouiller. Donc, beaucoup d'éléments intéressants dans le jeu. Un peu comme Cape May, je pense que je suis tombé dans un bout que j'ai joué 1 ou 2 parties quand je l'ai reçu. Il est resté là. À un moment donné, j'ai voulu le ressortir. OK, il faudrait que j'en lise les règles. Et finalement, je me suis dit que ce jeu-là était un peu oubliable, malheureusement, parce que le concept était très intéressant. Je pense que c'est vraiment dû à la quantité de jeux que je vais jouer, le fait qu'il soit pas resté dans ma collection. Parce que c'est certain que quelqu'un me dirait « Hey, veux-tu jouer à ce jeu-là? Je suis tout à fait prêt à lui laisser une autre chance parce que je suis quand même curieux. C'est juste que à force de rouler des jeux, à un moment donné, il faut faire des choix. Et malheureusement, Corrosion n'a pas été dans les choix que j'ai conservés. Le prochain jeu que je veux vous parler, c'est un jeu qui lui aussi m'a déçu, un peu comme The Hunger, c'est Vampire Rivals. Premièrement, je tiens à vous dire, je suis un gros fan de la compagnie White Wolf. Vampire the Masquerade, j'ai joué au jeu de rôle quand j'étais plus jeune, j'ai lu beaucoup de lore là-dessus, donc je suis vraiment le public cible pour ce type de jeu-là. Donc c'est un LCG, un jeu de cartes évolutif, du fait que il va avoir des packs qui vont sortir mois après mois, avec différentes nouvelles factions, des choses comme ça, et c'est tous des factions que je connais, donc c'est vraiment le lore du jeu m'intéressait tellement. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, un peu de type, justement, on va construire notre deck, donc une faction, un peu comme Magic the Gathering, si on veut, on va construire notre deck avec certains paramètres. Le jeu vient quand même avec des decks préconstruits. Et on va devoir tenter d'être dans les villes de San Francisco, parce que toutes les bonnes histoires de Vampire the Masquerade se passent à San Francisco. Et on va devoir tenter d'obtenir de la notoriété. Donc du prestige. J'ai trouvé que j'ai vraiment voulu aimer le jeu. J'ai essayé 3 fois, je pense, 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, ça collait pas, je sais pas. J'ai joué majoritairement à 2 joueurs. Il y a du monde qui m'ont dit « Ah, mais il faut que tu joues à 4 joueurs pour pouvoir en profiter au bout. » J'ai pas l'occasion de jouer souvent à 4 joueurs de manière soutenue et c'est le genre de jeu qu'on doit jouer souvent et avec le même monde. Et malgré le fait que j'ai essayé avec 2 chums de gars d'essayer de dire « Hey, on va réessayer, on va lui redonner une autre chance », ça a juste pas marché. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension qui sortait, j'étais comme « je réessaye dessus, oh non, ça vaut pas la peine ». Et finalement, j'ai décidé de m'en départir parce que ça a été un peu une déception. Je pense que j'aurais voulu l'aimer, j'aurais vraiment voulu l'apprécier. Mais c'est un type de jeu très, très niche du fait que, comme j'expliquais tantôt, on doit jouer souvent avec la même personne ou avec le même monde, la même crowd. Donc, c'est parfait pour un jeu avec des amis qui vont jouer tout le temps la même chose, semaine après semaine. Et là, ça va offrir beaucoup de rejouabilité. On va pouvoir construire des decks, modifier nos decks, changer les approches qu'on va avoir. Et je pense que c'est là que le jeu prend toute sa saveur. C'est pas un jeu qu'on peut jouer une fois de temps à autre en initiant des nouveaux joueurs, en essayant de voir un peu. Donc, malheureusement, le jeu avait tout pour me plaire et ça n'a pas été le succès escompté. Encore une fois, probablement le fait que dire jouer, ça changerait les choses, mais malheureusement, que voulez-vous, on doit faire des choix. Donc, je continue maintenant avec la liste de jeux qui font toujours partie de ma collection. Et je commence avec un petit jeu qui a été très, très, très apprécié par la famille, Micro Macro. Micro Macro est très original du fait que c'est un jeu d'enquête avec une espèce de grosse carte qu'on va placer sur la table ou même des gens qui l'ont mis sur le mur. Donc, c'est une image et c'est incroyable comment une image fixe peut se transformer, peut évoluer, peut être vivante. Donc, on se croirait pratiquement dans Harry Potter où que les choses y bougent lorsqu'on regarde un journal. Donc, il se passe tellement de choses et le but du jeu va être de réussir à résoudre des mystères. Et on va avoir des cartes, donc on va devoir trouver un personnage. Et là, avec une autre carte, après ça, on va voir un peu le personnage se déplacer où. Parce qu'on voit le personnage ici. On voit le personnage là-bas. On voit le personnage qui a perdu son chapeau. C'est quelqu'un qui a perdu son chapeau. Entre les deux, donc, on va chercher. Donc le jeu vient avec une petite loupe. C'est un jeu très original. Et dans un monde où la plupart des jeux sont un mélange de mécanismes déjà existants, Micro Macro a pris une espèce de Où est Charlie et a fait ça avec un jeu
une histoire qui se fait sur une carte. Donc, c'est vraiment très original. Il y a une deuxième version du jeu qui était sortie avec une nouvelle map. Je pense qu'il y en a un autre qui était prévu. C'est super comme concept et c'est très familial parce que on commence à jouer, on place la carte, on cherche, là, oh, quelqu'un arrive, oh, c'est quoi que tu cherches? Ah, parfait, on s'installe. Et j'ai vraiment trouvé que ça avait un effet rassembleur, donc autour de la table. Micro-macro, un super bon petit jeu. Je vais continuer avec un jeu qui, lui, a été très usé à la maison. Cardline Dinosaurs. D'ailleurs, mon fils Eden adore ce jeu-là. C'est un de ses jeux favoris. Même que ça en est rendu presque déloyal parce qu'il doit connaître toutes les cartes par cœur. Donc, Cardline est un concept qui existe avec également Timeline. Donc, un jeu de cartes qui se veut éducatif, mais en étant quand même très amusant parce que j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Donc, on va avoir des cartes avec certains paramètres. Donc, pour les dinosaures, c'est la grandeur, le poids. Et il y a un autre paramètre aussi qui me revient pas immédiatement. Donc, lorsqu'on va jouer avec les animaux, donc il va y avoir la durée de vie, donc la durée de l'espèce, comment de temps ça vit. Et ce qui est drôle, c'est que ce soit les dinosaures avec différents paramètres, les animaux, ou même les inventions, parce que le jeu de Timeline reprend le même concept du fait qu'on va devoir les placer dans une ligne du temps. Donc, on va devoir les placer. Est-ce qu'il est plus lourd ou plus léger? Et on va devoir toujours les placer comme ça. Tellement amusant à jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui est très agréable à jouer avec n'importe qui. Mon fils a tellement joué à Cardline Dinosaur qu'il connaît les réponses pratiquement de tous les dinosaures. Donc, c'est certain qu'il me bat très très souvent. Mais même la version d'animaux que j'ai vraiment trouvé le fun. Parce que un autre concept que j'adore de ce jeu-là, c'est le fait que, je prends l'exemple des animaux, la durée de vie d'un animal, c'est pas quelque chose que je connais énormément. Donc, lorsqu'on parle de la durée de vie d'un panda, d'un crocodile, d'une araignée, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Et on apprend des choses tout en étant un jeu amusant. Donc, ça reste un jeu qui est très simple, mais on a eu beaucoup de plaisir à la maison à jouer à ces jeux-là. Les deux prochains jeux que je vais vous parler, je les ai achetés simultanément. En fait, c'est le petit garçon de 8 ans en moi qui était tellement heureux. Donc, je vais commencer avec Transformers de Deck Building Game. Donc, Renegade Games a sorti une tonne de différents deck builders. Donc, des deck builders complètement différents, avec des concepts différents et surtout une propriété intellectuelle variée. Donc, on a Transformers, on a également G.I. Joe, que je vais vous parler dans quelques instants, et il y avait aussi Power Rangers. Bon, Power Ranger me parle un peu moins comme univers, j'ai pas vraiment écouté ça. Donc c'est certain que moi, Transformers et G.I. Joe, ouf, que ça vient stimuler le petit garçon en moi, là, hein. J'ai tellement écouté ça quand j'étais jeune. Ça, puis les Tortues Ninja, je pense qu'il en ferait un des Turtles, c'est certain que je vais l'acheter. Donc, Transformers de Deck Building Game, c'est un jeu qui est coopératif, compétitif, solo. On dirait qu'ils ont voulu tirer à gauche et à droite. Et ce qui est vraiment drôle avec ce jeu-là, c'est que j'ai joué une partie en solo. J'étais pas trop convaincu. J'ai joué une partie à 2 joueurs. Ça n'a pas trop levé. Et là, je me suis trouvé à décourager un peu du jeu parce que je suis pas retourné dessus. Ce qui est drôle, c'est que j'ai essayé de le vendre à plusieurs bazars. Ça n'a pas fonctionné. Je l'ai essayé de le vendre, j'ai essayé de le vendre. Et à un moment donné, j'ai comme eu un déclic parce que la nouvelle version du jeu est arrivée. En fait, ils ont sorti la première boîte, c'est une boîte des Autobots. Donc, on est des Autobots, le concept compétitif marche un peu bizarre parce qu'on est tous des Autobots qui essaient de battre les méchants, mais bon, on doit essayer de faire plus de points. C'était un peu l'employé du mois, on faisait des points. Et lorsque la boîte des Decepticons est sortie, là, le jeu, c'est un autre jeu standalone qu'on peut prendre, mais là, enfin, le jeu vient avec le vrai mode qu'il aurait dû avoir. Autobot contre Decepticons. Donc, j'ai acheté l'extension et j'ai même acheté une autre extension. Je suis parti là, vraiment sur une go. Il y a une nouvelle extension qui est les Dinobots qui vient d'arriver. Et là, je pense vraiment l'acheter. Le hic, c'est que j'ai pas encore rejoué. Donc, c'est peut-être bizarrement fait. C'est juste que je pense que je veux vraiment aimer ce jeu-là. Donc, après avoir essayé de vendre le jeu de base, j'ai fini par acheter toutes les extensions qui existent. Et je n'y ai pas encore rejoué, mais c'est prévu d'y jouer très très bientôt. Donc là, j'ai sorti le jeu. J'ai bien sûr donné une lecture des règles. Ils ont fait une mise à jour aussi du livret de règles que j'ai trouvé très intéressant. Et je pense qu'en jouant Autobot contre Decepticon, je pense que ce jeu-là va prendre toute sa saveur. Mais une autre raison pour laquelle que le jeu est tombé un peu à plat, c'est parce que le prochain jeu que je vais vous parler, G.I. Joe de Deck Building Game. Donc, les gens vont demander c'est quoi la différence. C'est deux jeux qui sont complètement différents, même si ça se ressemble beaucoup le concept. Mais G.I. Joe, lui, est un jeu purement coopératif. Donc, ils n'ont pas essayé de nous faire croire différentes choses. C'est un jeu coopératif où on va devoir tenter de réussir à faire des missions.
C'est un peu un jeu de deck building traditionnel du fait qu'on a déjà vu ça souvent. On a une rangée de cartes, une rivière de cartes. On va devoir recruter des cartes qui vont aller dans notre deck pour pouvoir optimiser les choses. Mais le concept que j'ai vraiment adoré, c'est comment on fait les missions. Donc, on peut faire des missions secondaires, des missions principales. Et pour faire les missions, on va devoir toujours prendre un véhicule, donc souvent un Jeep ou un avion, et on va devoir demander qui vient nous aider. Donc, on va placer des Joe dans nos véhicules. Et ça va être là l'aspect coopératif vraiment le fun, du fait que tous les joueurs vont essayer de participer avec des cartes qui vont être optimisées pour ce type de mission-là. Parce que les missions vont avoir différents mots-clés, donc Marksman, Stealth, Martial Arts, donc tous des mots-clés avec des facultés différentes, des habilités que chacun des personnages va avoir. Donc, ça se pourrait que j'ai un personnage qui soit très fort à l'explosif. Donc, c'est certain que s'il y a une mission d'explosif, je vais m'organiser pour qu'il soit là. Donc, les joueurs vont demander « Hey, y a-tu quelqu'un qui a... j'ai 3 places dans mon Jeep, y a-tu quelqu'un qui a un bonus contre les explosifs? » Ah ben oui, j'en ai un. Et là, on va avoir un aspect coopératif qui va se faire du fait qu'on va devoir essayer de s'aider comme ça, tout le monde. Et j'ai vraiment trouvé que le jeu était super. Donc, je pense que mécaniquement, ce jeu-là est correct parce que le jeu vient avec les habilités qu'on va avoir. Ça va être des dés qu'on va brasser. On va devoir avoir un certain nombre de succès. Ça se pourrait que les dés nous tuent bien raides. Ça se pourrait qu'on soit pas chanceux. Ça se pourrait qu'on mette plein de dés, que ça marche pas à notre goût. Mais pour une raison que j'ignore, probablement le thème, j'ai vraiment du plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc c'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux. Et vous savez des fois qu'il y a des jeux qui sont mécaniquement excellents, mais qu'on n'a pas trop de plaisir. Celui-là, c'est un peu l'inverse. Mécaniquement, il est correct, mais j'ai tellement de fun à jouer à G.I. Joe de Deck Building Game. Donc, il a sorti 2 extensions que j'ai achetées. J'ai même pas encore eu l'occasion de les essayer, mais j'ai même rejoué très récemment à G.I. Joe avec mon collègue Joe sur la chaîne. Et c'est drôle parce que je me disais, c'est tellement pas le genre de jeu que Joe va aimer. Ah, il y a des dés, ah, il y a du hasard, difficile à mitiger, ça tombe pas dans ses cordes. Et ça m'a vraiment surpris parce qu'il a vraiment aimé le jeu. Probablement pas un de ses succès de l'année, mais je pense qu'il l'a moins détesté que j'aurais pu penser. Donc, pour moi, c'est vraiment un winner. Donc, beaucoup de plaisir à G.I. Joe. Et ça m'a redonné le goût aussi de donner une autre chance à Transformers. D'ailleurs, je suis curieux. Est-ce que vous avez joué à un de ces jeux-là ou n'importe quel jeu que j'ai parlé dans ma vidéo aujourd'hui? Je suis curieux de savoir quel est votre avis. Est-ce qu'il y a des jeux que je me suis débarrassé, que j'ai fait une grosse erreur? Marquez-moi là dans les commentaires. Je trouve ça toujours vraiment super de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir avoir vos opinions sur les différents jeux que je parle parce que le segment est vraiment une façon pour moi de parler d'un paquet de jeux en rafale. Et si jamais vous voulez regarder n'importe quel throwback, je parle de jeux complètement des jeux de manière un peu disparate à gauche et à droite. Donc, si jamais vous voulez faire une belle playlist, je vous invite à aller regarder mes différents throwbacks. Vous allez entendre parler d'un paquet de jeux et ça me fait toujours plaisir de pouvoir justement faire un retour, de parler du maximum de jeux possible. Parce que, malgré le fait que j'aimerais énormément ça, faire des vidéos de tous ces jeux-là, de faire une présentation de Transformers, de G.I. Joe, de plein de jeux que j'ai comme envie de, hey, j'ai envie de jouer de celui-là, j'ai envie de parler de celui-là. C'est difficile pour moi de pouvoir tout faire. Donc, j'en profite justement avec ces segments-là et les coins neufs pour pouvoir de parler d'une tonne de jeux. Donc, je pense que ça fait le tour un peu de mon mois. Donc, on va voir qu'est-ce que le mois prochain, le mois de janvier, va nous apporter. Mais sinon, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!